C'est la dernière linéaire de la saison de printemps-été, puisqu'on va sauter le mois d'août et on reprendra après les bordels, je crois que c'est le 6 ou le 7, et donc je crois que c'est le 6, donc ce sera le 13 septembre, parce que en ce qui concerne chez Legacy, on fait le barbecue du dimanche pour permettre de récupérer le lundi. Ensuite, on verra. Bienvenue, pas d'annonce de service. Pas à ma connaissance. Pas de réunion en août. Oui, c'est ce que. Oui, mais c'est ça. En bon français. Ouais, c'est français. Les usines sont fermées en août. Voilà, alors aujourd'hui, notre invité est Sylvaine Casse. Sylvaine, tu es née où? Je suis née à Nancy. À Nancy. Tout le monde connaît Lorraine. Et tu as très vite été habité près de Metz, dans un petit patelin qui s'appelle Vaud. C'est une controverse assez classique, Metz-Nancy, pour ceux qui connaissent. Donc, j'ai très vite été à la Lorraine qui a été allemande à un certain moment. Et j'ai grandi dans un petit village de 800 habitants. Donc c'est le début de mon histoire que je me rappelle. Petit village, beaucoup de liberté. Et tu allais à la chasse avec ton père qui était médecin? Oui. Il était médecin, il avait une spécialité ton père? Généraliste, il avait une permis de 4L et il sillonnait les petits villages du coin, rendre visite aux gens qui soignaient à domicile. Vraiment à cette époque, la moitié de son temps a été visite à domicile et il y avait un cabinet médical dans la petite ville d'à côté. Et mon père adorait la chasse, c'est peut-être la profession. Donc moi je suis l'aînée de 3 enfants et les 2 premières c'est des filles. Alors en général dans une famille un peu traditionnelle c'est le fils aîné qui va à la chasse avec son père et comme mon père n'avait pas ça, j'ai fait office d'eux et j'ai très jeune été à la chasse et me promener, m'occuper des chiens. Donc je pense que voilà, j'ai dit ça à Jean-Louis parce que je pense que c'est cet environnement, petit village, la nature, la chasse, moi ça a toujours été quelque chose, c'était ma vie au départ et j'ai toujours voulu faire quelque chose dans ce secteur, c'est très large. On va aller un peu vite, parce qu'il y a énormément de choses à raconter sur ce que tu fais en ce moment ou depuis quelques années. Et il fallait que tu sois ingénieur, donc tu as fait agro. Pourquoi agro en particulier? À cause justement de... Parce qu'il fallait que je sois ingénieur et puis c'était la seule école qui avait une spécialité un peu bio, donc voilà, j'ai fait ça. Je pense que je voulais faire médecine. Mon père qui était médecin m'a dit surtout fais pas médecine, il faut que tu fasses ingénieur. Bon, je pense que vous connaissez. Il y a plusieurs c'est close to home. Donc en France c'est comme ça, on est assez vite dirigé vers les voies ingénieurs par les profs, les parents. Donc bon, j'ai dit bon ok. Et tu étais bonne à l'école? je me rappelle plus, c'était super. Deuxième chance. D'une façon ou d'une autre, je me suis retrouvée avec. Non, mais tu ne le sais pas, mais les habitués de l'ABF savent très bien que c'est très difficile de faire dire à un de nos alumni, de nos invités, ah bah oui, j'étais quand même assez costaud à l'école. Je me souviens d'un chef, celui qui a fait les blogs, à 18 ans, il était déjà sous-exécutif chef d'un très grand restaurant. J'ai dit, mais pourquoi est-ce qu'ils t'ont choisi? Oh, ben, je sais pas. Ah bon, et aidez-moi quoi? Oh, ben, je sais pas. C'est très difficile de leur faire dire, aidez-moi en maths, en bio, en quoi? Je crois que j'étais genre élève, j'étais bonne en tout. Peut-être les maths, c'était le bon. C'était bon. Alors donc tu as fait agro. C'était combien d'années? 2, 3, 4? 3 ans. 3 ans? Ouais, enfin, sans la prépa, 3 ans après la prépa, 3 ans d'école d'ingénieur. Ouais. Et en sortant? En sortant, en fait, je crois que je voulais faire de la recherche. Je dis ça maintenant, hein, mais parce que je suis scientifique à droite et
Et je crois que j'ai toujours voulu faire ça. Et donc en fait, en sortant de l'agro, j'étais très frustrée de les spécialités recherche à l'agro n'étaient pas très développées. Et donc j'ai fait une thèse après parce que je voulais continuer. J'ai fait une thèse d'oncologie. D'oncologie. C'est-à-dire plus généralement sur le cancer. Et plus particulièrement le sujet de ta thèse. Le sujet de ma thèse, c'est. Je me rappelle même plus. Je me rappelle même plus. J'ai fait un modèle génétique pour étudier les cancers du sang en utilisant les cellules souches. C'était le tout début de l'utilisation des cellules souches. Chez la souris, on ne parlait pas du tout de cellules souches humaines. Et déjà chez la souris, j'ai commencé ma thèse, le fait qu'une cellule souche de souris pouvait donner lieu à un organisme entier venait juste d'être publié un mois avant que je démarre ma thèse. Et en fait, je me suis laissée séduire par la nouveauté du sujet et par le challenge. Et c'était vraiment un challenge énorme. Parce que ça venait juste d'être publié, c'était pas du tout facile à faire. Il y a une personne, c'est ça la recherche en biologie. Les choses sont publiées une fois dans Nature, c'est génial. Les gens essaient de reproduire, c'est super compliqué, ça marche pas. Et ça prend du temps avant que les gens reproduisent. Donc j'ai fait ma thèse dans ces conditions. Et maintenant, si je devais donner des conseils à des jeunes qui choisissent leur thèse, je ne dirais pas de faire ça. Et de ne pas choisir le sujet, mais de choisir l'environnement, le prof qui va leur donner les bons contacts, etc. Parce que je ne regrette pas le sujet, il est fascinant. Ça m'a ouvert des portes quand je suis venue en postdoc aux États-Unis, mais c'était vraiment super. Et ton directeur ou ton patron de thèse, qui était-ce? C'était François Dautry, qui il travaille aujourd'hui à. Je sais pas. On était à l'Institut Gustave Roussy à Villejuif, et il est allé dans un hôpital local. Non. Enfin, il était allé aux États-Unis avant. Bon, donc toi, tu as fait ça, ça t'a créé une réputation, ça t'a ouvert des portes. Oui, après ça m'a ouvert des portes, je me suis rendu compte que peut-être ça pourrait me créer une réputation, mais pas. Et en fait, je me suis dit qu'aller à l'étranger, en particulier aux États-Unis, serait une opportunité, parce qu'à partir de là, moi, j'étais recherche fondamentale. Entre-temps, tu t'étais mariée. Oh non, mais c'est ça, d'abord. Tu t'es mariée. D'abord, donc Philippe est l'assistant. Tu m'as dit, je ne sais pas si c'est vrai, tu m'as dit que c'est ton mari qui t'avait fait venir aux États-Unis parce que lui, il était venu travailler, faire du métier. Alors, je sais pas. Justement, on va refaire l'histoire. Ouais, Philippe raconte l'histoire de façon, mais là, c'est moi l'histoire. Je vais raconter ma version. De mon point de vue, je voulais continuer à faire de la recherche et c'était parfait d'aller aux États-Unis ou en Angleterre, enfin un pays anglophone avec une recherche de pointe. Et on en a parlé avec Philippe et je pense que tous les deux on avait une certaine ouverture et un certain désir de bouger. Mais Philippe était venture capitaliste à Paris et donc quand on est chercheur, avoir un postdoc pas très bien payé, tout le monde vous veut, quoi. Avec une technique de pointe pas très bien payée, c'est parfait, il y a plein d'opportunités. Dans le venture, c'est un peu plus compliqué. Et donc, il a eu une opportunité de venir faire des ventures à San Francisco. Bon, on était peut-être un peu, je sais pas si, avec l'expérience qu'on a maintenant à Stanford Forest, je sais pas, c'était un peu fou. On a dit, ok, on y va, quoi. Moi, je suis partie, c'est Philippe qui avait le visa, j'avais pas de visa, j'avais pas de labo d'accueil, 2 enfants. Et on s'est dit, ok, c'est super, on y va, ça va marcher. Voilà, c'était un peu comme ça. Et donc, tu t'es présenté dans des labos. En disant voilà, ma thèse. Non, enfin, c'est le réseau tel qu'on vit maintenant. Moi, j'en ai fait l'expérience avant. J'avais travaillé, à cause de ce sujet, j'avais travaillé à l'Institut Pasteur. J'avais été faire un internship assez prestigieux au MO, au Max Planck Institute, à Göttingen. Et donc, ces personnes-là m'ont donné des références. Donc, je m'ont dit, tu devrais aller voir telle personne à UCSF. Ouais, donc, tu sais pas pourquoi ils t'ont pris. C'est la main-d'œuvre. Je pense honnêtement que c'est la main-d'œuvre. Parce que c'était une technologie. Elle n'est pas chère. Elle n'est pas chère. Je l'avais déjà fait. Mais il y a quelque chose d'intéressant qui s'est passé. Parce qu'en
il y a plusieurs étapes dans ma carrière où j'ai failli aller dans l'industrie. Je suis dans l'industrie. Mais à la fin de la thèse, j'ai failli aller dans l'industrie et j'ai failli aller chez Ron Poulenc, qui est l'ancêtre de Sanofi. Et on a eu cette opportunité et donc on était en discussion et j'ai dit non, je ne viens pas, je vais aux États-Unis à la place. Il m'a dit pas de problème, c'est une bonne idée. Donc tu es venu faire un postdoc à UCSF. Mais j'ai rencontré un industriel ici qui était dans la biotech et il m'a dit, donc je lui ai dit je veux rentrer dans la biotech, je veux travailler dans l'industrie. C'est quelqu'un qui est patron de la recherche à l'IRS maintenant. Et de Bristol Myers Squibb. Et il m'a dit, ne rentre pas dans l'industrie tout de suite, tu vas gâcher tes neurones, continue à faire de la recherche, va faire un postdoc, je vais te donner quelques contacts. Donc il m'a en fait donné aussi d'autres contacts. Et pourquoi est-ce qu'il s'est intéressé à toi? Non, je parle intellectuellement. Je lui ai dit que mon mari était dans ici. On s'en parle. C'est ça le coup de mon mari dans ici, j'ai une anecdote en fait. Parce que, j'ai interviewé à plusieurs labos et il y a un prof à UCSF en neurosciences très bon. En fait, il fait partie de l'équipe qui a vaincu le K2, la première équipe américaine qui a fait le K2. Donc c'est un alpiniste scientifique et tout. Donc j'ai interviewé avec lui, tout se passait assez bien. Il m'a dit ouais, on doit pouvoir te trouver un sujet sur les intégrés, etc. Puis bon, moi je commence à discuter quelle va être ma bourse. Et je pense que dans la conversation, je lui ai posé des questions sur ma famille et je lui ai dit que Philippe était ici. Et il m'a répondu, mais avec un mari ici, pourquoi tu t'inquiètes de combien tu vas gagner? Alors moi j'ai dit, toi, je ne bosserai pas pour la bourse. Pas cher. Non, mais c'est bien, c'est bien. Donc tu es allé faire un postdoc à l'UCSF et ton postdoc portait sur quoi? Alors j'ai changé de Joseph Cancer avant et j'ai travaillé sur des métabolismes des lipides, donc cholestérol, triglycérides, obésité, diabète. Et en fait j'ai pris la même technique mais je l'ai appliquée à un autre domaine. C'était quoi la technique? La technique c'était de créer des animaux modèles de maladies en utilisant des cellules souches qu'on modifiait de façon très spécifique. Donc on ciblait un gène en particulier, on créait exactement la mutation qu'on veut, c'est le gene editing, l'ancêtre du gene editing. Et on faisait ça dans des cellules souches de souris, on réintroduit les cellules souches de souris dans un embryon. Donc, toutes les techniques manipulation sous microscope, introduire un petit bout d'une cellule dans un embryon, tout ça je sais faire chez la souris. Chez l'homme c'est pareil, mais je ne l'ai pas fait. Mais c'est toutes des techniques vraiment, c'est très mécanique, quoi. C'est très manuel. Quand tu étais enfant, tu bricolais? C'est la chasse. Oui, si, en fait, ouais. On m'a jamais posé la question, je pense, mais j'ai appris à faire de la couture avec ma grand-mère. J'adorais ça, je faisais des poupées pour la poupée de ma soeur, donc très jeune, peut-être. Je dessine en fait. Tu dessines quoi? Je dessine. Des bateaux, des animaux, Non, des maisons, des animaux, des fleurs, des objets. Donc tu fais ton postdoc, ça dure combien de temps? Un postdoc, ça a duré 4 ans. Ouais. Et en fait, après, au bout de 4 ans, l'UCSF m'a sorti de la zone postdoc pour me mettre dans une position où je pouvais avoir mes propres grants en tant qu'investigateur. Et après, je suis restée au Glasgow avec un poste d'investigateur. Le Gladstone, c'est Glasgow Institute, c'est un institut qui est affilié à l'UCSF et qui a 3 spécialités, cardiovasculaire et métabolisme, neurosciences et virologie et chimie. Donc j'ai dans le cardiovasculaire. Tu étais dans le cardiovasculaire. Et ça a duré combien de temps? Donc ça a duré, j'ai calculé, j'ai fait de la recherche fondamentale pendant 8 ans. J'ai fait à peu près 12 ans de recherche fondamentale avec avoir un labo, faire des expériences et écrire des grands. C'est la partie la plus... Et ça plaît, hein, c'est super.
C'est comme les business plans pour les entrepreneurs. Le pitch de l'entrepreneur. Non, c'est pire, tu peux pas dire n'importe quoi. Tu peux pas dire n'importe quoi. Dans le monde, tu peux pas dire n'importe quoi. C'est ça qui est difficile. Ça dépend, on peut dire n'importe quoi si on sait quel est le n'importe quoi que les gens. C'est comme ça, c'est pareil. Et donc, là, après, tu es passé dans l'industrie, tu as été dans une société qui s'appelle Cytokinetics. Alors ça, c'est la transition majeure, je crois, pour moi, c'est de passer de l'académie à l'industrie. J'ai toujours dans l'idée, j'avais essayé d'y aller peut-être une fois, à chaque fois que ça ne marchait pas, je me disais, oh, je vais aller dans l'industrie. Et puis je suis restée en avantage en fait très longtemps, et à un moment donné, je travaillais sur le cancer, en fait, c'est mon propre projet. J'ai travaillé en oncologie pendant ma thèse. J'ai utilisé la même technique et j'ai développé toute une connaissance de lipides, diabète et de ces pathologies. Et après quand j'avais mon propre projet, j'ai en fait fusionné mes deux domaines et je commençais à poser des questions sur est-ce que le métabolisme des lipides est important pour les cancers. J'avais des données chez les animaux, etc. Et c'était très intéressant parce que c'était le tout début de ça. Enfin, j'aurais dû garder les réponses des reviewers de mes premières grandes. On me dit, mais les lipides avec le cancer, mais s'il n'y a rien qui est lié, quel est le drôle d'idée, j'ai ça écrit. Alors que maintenant, c'est un des domaines de recherche phare en oncologie. Il y a des bibliothèques qui se sont créées sur ça, sur le métabolisme du cancer. Donc voilà, c'est un peu. C'était très intéressant de faire ça à cette époque, et petit à petit, en fait, de récupérer du funding, des collaborateurs, de parler de ce sujet. On était dans un congrès d'oncologie. Il y avait 2 personnes qui parlaient des lipides et du tissu adipeux. Voilà. Et donc c'est très intéressant parce qu'on présente quelque chose que les gens n'ont pas l'habitude d'entendre. Et c'était vraiment bien. Quelle est la relation que tu avais entrevue, supposée, entre les lipides et le cancer? Je ne peux pas donner une direction de la relation, mais je pensais que ça avait un lien parce qu'en fait, il y a des tas d'études épidémiologiques qui disent l'obésité comme facteur de risque pour plein de pathologies, dont les cancers. Donc la question que je voulais poser, c'est quels étaient les possibles mécanismes. Et comme je connaissais bien le tissu adipeux et qu'il y a un certain nombre d'organes qui sont très très associés de façon très proche avec le tissu adipeux, donc le sein, le côlon, je me suis dit, je vais poser des questions spécifiques pour savoir s'il n'y a pas des échanges de signaux entre le tissu adipeux et les cancers. Et est-ce que ça protège ou est-ce que ça... J'ai vraiment posé la question. Donc, dans mon modèle particulier avec le cancer du sein, j'ai isolé un certain nombre de lipides qui sont des lipides qui donnent des signaux en fait très puissants. Ils sont capables de circuler d'une cellule à une autre et de donner des signaux de promotion de croissance, de promotion d'inflammation. Donc ils accélèrent le développement des tumeurs. Mais il y en a beaucoup d'autres. C'était d'essayer d'aller dans cette voie. Et c'est très intéressant, là je bosse sur une start-up, je ne peux pas en dire, mais c'est de l'oncologie. Et quand on creuse un peu ce qu'ils font, en fait ils ont trouvé une nouvelle enzyme dans le métabolisme du cholestérol qui joue un rôle dans le travail sur le cancer du côlon. Et ils ont des données très intéressantes. C'est de la pharma, donc ils ont isolé des petites molécules qui sont capables d'interférer avec cette voie-là. Et on est. Moi, j'ai publié ça en 2003, entre 2003 et 2006. Et là, on est en 2015 et c'est une start-up et c'est super nouveau. Et Sanofi, oh là là, c'est un mécanisme tellement nouveau, c'est super risqué. Alors, Cytokinetics, ça a duré combien de temps? Cytokinetics, ça a duré 2 ans. Pourquoi est-ce qu'il prend le jeu? Qu'est-ce que c'est pas? J'ai embauché parce que je crois que j'ai trouvé la personne avec qui j'avais envie de bosser. Il y avait un fit. C'est une bonne méthode. Mais ils avaient besoin de quelqu'un pour faire de la pharmacologie et en même temps, parce que c'était une assez petite boîte, donc ils avaient 100 personnes à peu près à l'époque, et la moitié des gens travaillaient en heart failure, insuffisance cardiaque, et l'autre moitié en oncologie.
moi j'étais en oncologie, pas beaucoup de gens, et ils voulaient quelqu'un qui soit capable de diriger des projets de découverte de molécules précoces et en même temps faire la pharmacologie. Donc moi, bosser avec les souris, doser des souris, j'ai fait ça in my sleep. Donc j'avais une équipe qui faisait ça, puis en même temps je faisais de drug discovery. Donc je pense que c'est le... Et j'ai fait un très bon tour d'interview. Ça surprend tout le monde. Bon. J'ai des belles images. Pourquoi ça a duré que 2 ans ou 2 ans et demi? Parce que, en fait, parce qu'en fait, On on est en 2008. C'est quelque chose qu'on avait en 2008, financièrement c'était super dur à cette époque. C'était une petite boîte, ils avaient fait leur IPO 2 ans avant. J'avais pas de stock avant l'IPO. Et on attendait un partenariat d'une pharma, de Amgen, et Amgen était très frileux. Et comme c'était la crise ambiante, bon, ils ne prenaient pas de décision, et je crois qu'on a eu un problème de cash. Et maintenant que je suis un peu de l'autre côté, je vois que, question de business, ça a un sens de dire on va privilégier seulement une aire thérapeutique. La compagnie n'était pas capable d'en gérer 2 à un stade avancé en essai clinique de front. Donc ils ont pris ce qui était le plus à la mode, et l'insuffisance cardiaque, ils avaient un nouveau mécanisme qui est très très intéressant, qui est de stimuler les fibres musculaires directement avec des petites molécules. Donc, tout un certain nombre de pathologies où le muscle ne fonctionne pas bien, donc comme la maladie de Lou Gehrig, ELS. Donc, en fait, ils ont eu des résultats dans cette maladie-là. Donc, la connexion neuromusculaire ne marche plus bien, mais ils arrivent à stimuler le muscle directement et ça permet aux gens de... Donc, ils allaient dans cette direction-là, c'était nouveau. Avec le partenariat Amgen qui peut-être allait arriver, donc ils ont pris cette décision, donc ils ont liquidé toute l'oncologie. Donc on est tous partis depuis le VP Research jusqu'au technicien animalier d'oncologie. Et tu t'es retrouvé à la rue. Bon, bah non, j'avais fini. on serait prêt, il n'y en a jamais un cas. Donc de là, qu'est-ce qui t'a conduit à Sanofi? Entre-temps, j'ai rejoint l'ancien CEO de Cytokinetics, qui a fait un restart d'une compagnie de diabète. Donc c'est bien parce que je peux faire de l'onco, du diabète, et puis le cholestérol, donc ça me donne quand même un peu plus de choix. Et donc c'était vraiment une start-up, 20 personnes, et c'était une super expérience. Donc on a essayé de faire un restart. On avait une molécule en phase 2, je connaissais bien le mécanisme, c'était un lipide, médiateur, etc. Et donc on commençait à comprendre un peu le mécanisme, mais la molécule était en clinique et assez safe, donc c'était bien, et il n'y avait pas d'efficacité. Donc en diabète, pas d'efficacité, avec des molécules que peut-être vous connaissez, bon, en diabète, les insulines, ça marche très bien, metformine, ça marche bien. Donc la barre en diabète est super haute pour trouver quelque chose qui soit aussi safe et qui marche mieux. Donc on n'était pas du tout dans ces conditions, et les venture capitalistes qui étaient au bord de la compagnie ont dit voilà, on va suivre en diabète, mais le diabète, encore aujourd'hui, c'est une maladie chronique avec des molécules qui existent, une barre très élevée de safety, les risques cardiovasculaires à étudier à l'avance, etc. Donc c'est des essais cliniques qui sont très très chers et qui durent longtemps. Et il y a plein de pharma qui se sont retirés du secteur diabète et des maladies chroniques comme ça. Donc peut-être qu'on sentait ça venir, et donc les investisseurs, ils étaient dans ce mode aussi. Donc voilà, donc on s'est retrouvés deuxième fois à demander à Philippe pour être à la fin. Et donc en fait, là on sentait, en fait, on a fait la fermeture de la boîte, vendre les assets, les équipements et tout. Donc je faisais partie de l'équipe qui est restée un peu longtemps pour faire tout ça. Donc bon, c'est une expérience intéressante. Je ne regrette pas, je crois que si j'avais à refaire ça, je retournerais dans cette boîte parce que l'équipe qu'on avait, il y avait une énergie, on apprend vraiment beaucoup de choses en faisant ça. Donc voilà.
Et j'avais quand même réactivé un peu mes contacts. Et je connaissais un Français que j'avais rencontré par des amis qui s'appelle Rémi Ourouard et qui était de Sanofi à San Diego. Et c'est la première personne qui a été envoyée par Sanofi pour essayer de développer l'innovation externe pour Sanofi sur la côte ouest. Et donc il m'a expliqué qu'il voyait plein de bibliothèques pendant ce dîner de Thanksgiving. Et je lui ai dit, bon, je vais le contacter. Puis moi, je voulais avoir des contacts avec des startups, je voulais rester dans une startup. Et puis, en fait, il m'a dit, OK, on va discuter startup. Et puis, j'ai envoyé mon CV. et donc, il m'a dit, écoute, je cherche exactement quelqu'un comme toi. Parce que j'ai besoin de quelqu'un sur San Francisco qui connaisse l'académie, la bibliothèque, qui a une bonne expérience locale et qui peut m'aider à développer le bureau Sanofi sur la côte ouest des États-Unis. J'ai quand même réfléchi parce que c'était pas ce que j'avais en tête. Qu'est-ce que tu as en tête? J'avais en tête de continuer dans la start-up parce que moi, ce que j'aime, la raison majeure pour laquelle j'ai rejoint la bibliothèque, quand j'ai quitté l'académie, j'adore la science, ça fait partie, c'est vraiment important pour moi. Mais j'avais envie de faire plus de management, de bosser avec plus de gens. Et c'était ça, c'est très difficile à faire dans l'académie. Parce que, là, on se retrouve avec un petit groupe de 3 personnes. Il fallait que je quitte le Carlos Club pour aller plus dans une université oncologie. Alors, il faut tout recommencer, recruter le premier technicien, les 2, puis 3. J'avais envie de refaire ça. J'ai envie de faire plus de gestion de projet, de gestion d'équipe. Donc, j'ai perdu le fil de musique. Qu'est-ce que tu dis? Tu as fait ton CV. Ah oui. Voilà. Tu as présenté ton CV et si j'ai bien compris, ils t'ont dit ah mais vous êtes exactement la personne qu'il nous faut parce que vous connaissez le sujet technique, vous connaissez le sujet académique et donc tu t'es retrouvé, si je comprends bien, à gérer ce qu'on appelle publiquement l'innovation externe à Sanofi. Oui. C'est-à-dire que tu vas draguer des entrepreneurs. Et les venture capitalistes. Mais en fait, ça m'a posé une question, parce que je voulais rester dans l'entreprise. Donc là, c'était un peu... c'est du management par influence, quoi. C'est du leadership indirect. Il fallait que je construise une influence depuis la côte ouest avec Sanofi en interne, pour que les gens veulent bosser avec moi, pour qu'ils aient confiance dans... Je leur dis ça c'est bien, qu'ils me prennent un peu pour... Bon, c'est un autre style de leadership, et puis ça ne correspondait pas exactement. Quelle est la partie la plus difficile de ton travail? Ce que je viens de décrire. Les gens Sanofi. Les gens de Sanofi. C'est l'interne le plus difficile. C'est l'interne le plus difficile. Et c'est difficile parce qu'ils sont intellectuellement nuls, parce qu'ils n'ont pas de couilles. Non, mais je veux dire. Je vais reprendre les termes. Est-ce que c'est difficile parce qu'ils ont du mal à comprendre le sujet? Ou est-ce que tu as du mal, où tu as du mal parce que il ne voudraient pas prendre trop de risques, mais il faudrait des avantages de risque quand même. Alors ça complètement, c'est la mentalité de base. Il faut voir que l'innovation externe dans les grosses compagnies, dans Sanofi en particulier, ça a démarré en 2009-2010. Et parce que c'est une compagnie qui a acquis des tas d'autres compagnies. C'était Elf Aquitaine, la version pharma de Elf Aquitaine, Sanofi. De l'autre côté, il y avait Rhône-Poulain Crorer, qui est devenu Aventis en acquérant Hux Marion Roussel. Donc il y a une congrégation de gens, et ils avaient des molécules en interne, ils ont tout mis en commun. Donc ils ont développé des molécules très, très intéressantes en cardiovasculaire, Lovenox, Plavix, tout ça. Ça venait de la recherche interne. C'était un modèle d'innovation complètement vertical. On découvre les choses en interne. Si on veut se lancer dans un sujet, on va recruter plein de gens, on crée une nouvelle équipe.
de ce que je connais, je suis dans la pharma depuis 5 ans, donc je n'ai pas vécu cette époque, mais la pharma a toujours fonctionné comme ça. Et de ce que j'entends de mes collègues de l'innovation externe dans d'autres industries, il y a beaucoup d'industries qui ont fonctionné comme ça. Et donc maintenant, on perd des brevets, donc il faut qu'on trouve d'autres moyens de fonctionner. Donc les gens qui jugent les dossiers, qui sont les scientifiques, ils ont l'expertise. Il y a des très bons scientifiques. Il y a de tout. On est 10 000 personnes en R&D à Sanofi, donc il y a quand même un mélange. Mais il y a des gens qui sont très compétents, qui ont des expertises très pointues. Mais ces gens-là, ils ont vécu dans un mode d'innovation. Souvent, ils sont à Sanofi depuis 15 ans. Et donc, c'est difficile. Ils se sentent menacés. Ils sont menacés. Oui, ils sont menacés. Bon, je ne sais pas tous. Dans une certaine mesure, oui. Mais je suis contre les rumeurs, même en interne, des gens qui disent notre ancien CEO, Chris Lebacker, il va casser la recherche, la R&D à Sanofi. Il veut qu'on fonctionne sur un mode complètement externe. Et je crois que c'est pas possible. Je crois que pour justement faire tout ce qui est gestion des alliances, choix des dossiers, évaluation des dossiers, enfin il faut qu'il y ait des experts, il faut qu'il y ait des gens qui comprennent et qui soient vraiment à la pointe, c'est pas possible autrement. Si on n'a pas ces gens-là, les CEO et c'est vous faire voler par des entrepreneurs, par des beaux parleurs. Ils veulent pas parler. C'est un des problèmes dans le BD. Hein, est-ce qu'on connaît vraiment les business development? Oui, le business development. Est-ce qu'on connaît dans la bande ici? Parce que le business development, c'est faire des deals pour amener des produits de l'extérieur à l'intérieur. On évalue les produits et souvent il y a un certain nombre de gens qui connaissent bien la partie structurer les deals, faire les plans financiers, mais qui ne connaissent pas forcément la science, surtout quand on est dans des domaines, dans les domaines précoces, dans les domaines très loin. Donc en fait, c'est bien. En fait, moi maintenant, dans mon équipe, je recrute que des PhD. Parce que c'est les gens, je vois qu'ils ont une crédibilité bien meilleure avec les CEO, avec les entrepreneurs, parce que eux, ils nous parlent de technique, ils nous parlent de science. Donc si on est là que pour dire ah oui, ça a l'air bien, et puis on demande en interne si vraiment c'est bien, ça fonctionne pas. Donc je crois que le challenge majeur pour moi, c'est de trouver des champions internes qui vont bien vouloir m'aider à faire avancer le deal. Parce que les situations où ça colle tout de suite, les gens ne comprennent pas. Et donc là-dedans, comment est-ce que tu vois ton savoir-faire? Où est-ce que tu es la meilleure dans ton travail? Moi, je crois que j'ai une. Je dis ça en petit comité. J'ai confiance quand je vois une technologie ou un produit. J'ai une certaine confiance pour dire si c'est bien ou si c'est pas bien. Je crois que je le sais. Et je vérifie, ça se vérifie assez souvent par la suite. Mais il y a des domaines où je suis plus à l'aise que d'autres. Oncologie, oncologie, diabète. Oncologie, diabète, et puis un certain nombre de technologies associées, de sentir, alors là ça a du potentiel de sentir ce qui est nouveau. Et c'est juste que c'est parce que je l'ai fait dans l'académie, donc je vois des choses qui sortent de l'académie, je vois beaucoup de choses très précoces. Et puis, à la limite, quand c'est un produit plus mature qui est déjà en clinique, en phase tardive, j'apporte moins de valeur parce que c'est du développement et régulation. Et j'apporte. Donc en fait. Mais ça, c'est l'enfer. C'est l'enfer. C'est un autre métier, je crois. Et donc pour l'instant, on est vraiment une petite équipe. C'est mon deuxième challenge. On est une petite équipe sur l'ouest des États-Unis, avec le siège de Sanofi à Paris, un très gros centre R&D à Boston. Alors, c'est ça qui a causé le départ du président. Ouais. Ça a suggéré le fait qu'il soit très pro-américain a inquiété beaucoup de gens,
Donc pour moi, le challenge, c'est la connexion Europe-Est des États-Unis est très vive, très vivante. Et je pense qu'il y a une question géographique, quand même 6 heures de différence, c'est relativement facile à gérer. Et aussi une connivence culturelle, je pense. Et nous, on est quand même relativement loin. Alors, j'ai des gens à Francfort, je trouve des choses en diabète, mon équipe, comme un fait exprès, ils trouvent un prof à Heidelberg qui est exceptionnel. Donc, bon, voilà, ok, Stanford, Heidelberg. Mais il y a des choses très bien partout, mais c'est plus difficile pour eux de concevoir. C'est pas tout le temps, mais c'est quand même un challenge géographique. Donc tu vas durer combien de temps dans ce jour-là? En fait, Sanofi va vouloir se débarrasser de moi, je pense pas. Est-ce que tu vas vouloir te débarrasser de... Je pense que si Sanofi c'est une des 5 plus grosses compagnies pharmaceutiques du monde, ils ne peuvent pas ne pas avoir une équipe sérieuse et experte en innovation externe dans un des écosystèmes les plus innovants du monde. Il y a nous, Boston. Alors il y a une espèce de compétition de bonne guerre entre qui est le plus fort en biotech, Boston. Alors maintenant il paraît que Boston dans l'investissement vient de passer un peu au-dessus de la côte ouest en investissement. Donc il y a des VC qui déplacent leur bureau à Boston, de San Francisco, mais il y a encore beaucoup d'argent. Moi je ne suis pas trop inquiète de l'activité. Après moi personnellement, est-ce que je vais continuer à faire ça? Mais écoute-moi, si tu ne faisais pas ce que tu fais, imagine que Sanofi décide de... Tu sais comment c'est les grosses boîtes, déjà on a vu l'histoire du CEO qui s'est fait virer parce que le CEO de Sanofi s'est fait virer parce qu'il voulait recentrer la boîte sur Boston et du coup les vieux... Il n'était pas assez poli avec son board aussi. Oui, bien sûr, les vieux du bord, Lachman et compagnie, tout ça. Mais moi j'ai suivi ça parce que j'ai travaillé un jour, j'ai travaillé dans l'industrie pharmaceutique. Non, sérieusement. Oui. Quelle boîte? C'est Le Petit. Les inventeurs de la rifamycine, l'antibiotique qui à un moment a tué la tuberculose. Il est extraordinaire de fermer tous les salades autour de Paris. Enfin bref. Bon, donc Sanofi décide, parce qu'ils ont encore une espèce de flatulence cérébrale, et ils décident de fermer le bureau de la côte ouest. Qu'est-ce que tu fais? À part fonder les douanes avec moi, je pense que je suis pas au niveau. Non, sérieusement. Non, mais sérieusement, je suis pas au niveau. Ok. Board member, Board member, oui, ça m'intéresse. Ah, mais d'être board member, d'une boîte dirigée par Sylvain, alors là, je vais pour y aller. D'habitude, je me fais plaisir. Comment ça vous dit votre speaker? Non, mais sérieusement, vous le feriez pas? Oui. Pas cher, oui, gratuit, non. Alors oui, mais c'est... Bon, si tu ne sais pas ça, qu'est-ce que tu ferais? Si j'allais pas dans... je ne retourne pas dans ma start-up, quelque chose comme ça. Comment ça? Si je ne retournais pas dans ma start-up, Oui. tu aimerais donc faire de start-up? Je pense que ouais, ça m'attire. Bon, ben voilà. Sinon, je ferais de la cuisine. Alors, mais ça c'est très intéressant parce que j'ai demandé à Sylvain, parce que bon, elle dans l'entretien pour préparer l'interview, plusieurs fois, d'abord elle parle avec les mains. C'est-à-dire Ah, je suis désolée, mon origine italienne. Non, mais bon. Et des manipulations, etc. Et puis finalement, elle m'a dit, j'adore, maintenant je peux plus tellement faire ça, je fais la cuisine. Et tu m'as dit que tu faisais la cuisine de façon, en quelque sorte, polyvore.
polyculturel. Oui, d'être ici, c'est très inspirant parce qu'il y a des mélanges, fusion, c'est partout. Et donc on trouve toutes les épices qu'on veut, tous les types de recettes qu'on veut, et les gens n'ont pas peur de mélanger. Donc en fait, on a une collection avec de livres de recettes d'Inde, de Japon, de France, de Thaïlande. Et donc en fait, on essaye tout le temps. Ouais, je crois que j'ai 52 boîtes d'épices dans mon tiroir. C'est, je ne sais pas le chiffre exact, mais c'est à peu près. C'est vrai, il y a des boutiques d'épices que j'ai Mais je me suis sérieusement posé la question quand j'étais entre la start-up qui n'a pas marché et Sanofi. Je me suis dit, je vais faire de la cuisine. Et je cherchais un modèle où je pourrais faire de la cuisine et quand même gagner un peu d'argent avec, et sans être chef parce que j'ai pas les credentials. J'ai pas fait d'école de cuisine, rien du tout. Donc je peux pas comme ça, moi. C'est ça le métier. Ouais, j'ai aussi travaillé dans un restaurant. Ouais. J'ai aussi travaillé dans un restaurant. Si tu lis Kitchen Confidential, tu lis Kitchen Confidential. Et bien quand j'ai lu ce bouquin, j'ai dit mais c'est tout ce que j'avais vécu quand je travaillais dans un restaurant, j'avais 20 ans. Ouais, c'est pas. C'est un drôle de métier. Il faut être un peu bizarre pour être. Je continue. Mais je peux peut-être faire ça plein temps quand même. Je cuisine pour ma famille, mes amis. Écoute, d'abord, je vais te remercier de t'être livré aussi gentiment à mes questions. Et puis maintenant, je vais te jeter au lion, c'est-à-dire aux questions de l'auditoire. Alors moi j'en ai une première. Quel est le rapport entre la recherche fondamentale, quel rapport peux-tu expliquer entre la recherche fondamentale et la cuisine? Merci de poser cette question, parce que je me la suis posée, parce que j'aime bien essayer de rationaliser un peu les choses. J'aime les deux, hein, je suis attirée par les deux, mais en fait, j'ai commencé à faire plus de cuisine quand j'ai arrêté de faire vraiment des expériences. On a toujours un peu fait de cuisine, est-ce qu'on aime bien la cuisine? Parce que je suis manuelle, je crois vraiment, et en fait, quand on commence à être obligé de faire vivre l'équipe et de faire écrire des grands tout le temps et préparer les talks, etc., on fait beaucoup moins d'expérience physiquement. Et moi, j'ai besoin de faire quelque chose avec mes mains, ça me décontracte. Couper des légumes en petits bouts, c'est génial. Mais est-ce que tu as je pense que ça, c'est sur le point de vue moléculaire, parce que tu as des bouquins entiers qui sont faits, qui expliquent scientifiquement et chimiquement, peut-être la cuisine, c'est de la chimie, en fait, mon équipe m'a offert un bouquin sur The Science of Cooking quand on a fêté mes 50 ans. Ouais, c'est ça. Et en fait, on a récemment, Philippe m'avait offert l'équipement pour faire la cuisine sous vide. Et alors, moi, j'adore. En fait, on a conçu notre cuisine, ça avait une grande paillasse, un bench. Donc, j'ai la résistance thermomètre avec le bac, bain-marie. C'est exactement comme au labo. On mangeait bien. C'est différent, mais ça m'intéresse. Mais qu'est-ce qui se prête le mieux, puisque justement mon épouse est en train de concevoir la prochaine cuisine. Qu'est-ce qui se prête le mieux à la cuisine sous vide? Les légumes, la viande, la volaille, le bœuf, le porc, le canard. Je n'ai pas tout expérimenté, j'ai expérimenté la viande, ça c'est très bien. Le poisson, c'est. Mais en fait, il faut s'habituer parce qu'au début, il faut sortir le truc. Mais si vous avez assez de place, c'est que ça peut relativement rester là. Le bain est chaud et le poisson, on ne met pas de graisse. Vraiment très très peu. Et puis, une fois que c'est très pratique, une fois que c'est cuit, ça ne peut pas être plus cuit que cuit parce qu'on met la température à laquelle les protéines ont changé de consistance mais sans être complètement séchées et dégradées. Donc en fait, on a une texture uniforme sur tout le morceau à une certaine température. Et il ne faut pas le laisser 2 heures de trop, mais à un quart d'heure, 20 minutes, c'est pas... Et tu ne fais pas une finition après pour caraméliser à l'extérieur? Oui, c'est ça. Je ne le mets pas pour le poisson, pour la viande. Et les carottes, c'est super bon. Les carottes, comment on dit, glazed.
glacée. Les carottes glacées. La Voilà. mirepoix. Ouais, c'est ça, ça marche très bien. J'ai vu Le steak, c'est la viande. oui, la viande ça marche très bien. Alors là, on filet de bœuf, hein. J'ai fait de l'agneau aussi. Il y a des trucs aussi très intéressants dans les restaurants. C'est présenté, c'est des espèces de rouelles. Et puis vous avez un morceau de viande, un peu de farce autour, un légume qui entoure, et c'est très joli. Et en fait, ça marche très bien sous vide parce que on roule les 3 ingrédients ensemble, on fait un boudin très très serré dans le film plastique. C'est étanche, on met ça dans l'eau et après c'est très joli. Donc il faut que ça soit joli. Ah oui, visuellement. Et puis alors, vraiment, enfin, on en a parlé, va chez Roche. Oui, j'ai confié à Jean-Luc, mon héros, c'était un échange. Très jeune, j'ai lu ce qu'il écrivait. L'atelier, près de la Caisse des dépôts. Je n'ai jamais été Je mauvaise. Comment Les Champs-Élysées sur J'ai 2 livres. Mais Philippe, là c'est bon. moi je vais dîner avec lui. Nicolas, pardon. Alors, je vais changer de registre, mais avec Marc, on se posait la question qui était la même que celle que tu as posée, Jean-Louis. What's next if not Sanofi? Et on s'attendait peut-être à ce que tu mentionnes le venture. Ça t'a traversé l'esprit ou pas? Oui, forcément, mais je sais pas, je crois pas que j'ai le profil. Mais je sais pas. Je pense que je suis un peu. Non, mais c'est plus, c'est est-ce que tu as envie? Je vois les gens. Je mets ta tête sur mon épaule. Mais c'est. Donc en fait, je bosse avec un certain nombre de VC parce qu'on parle de projets en commun, et puis bon, c'est vrai, ça nos fils. Mais j'ai un peu peur, le côté management, le côté équipe, je trouve que c'est des gens assez solitaires en fait. C'est un partenariat, ce n'est pas une équipe. Où on essaie de aussi mentorer les gens, développer les gens. Donc j'ai peur que ça me manque un peu. Mais le côté intellectuel de trouver les projets, et oui, je pense que j'aimerais. Donc je sais pas. Et il y a un groupe à Sanofi qui est très récent, qui fait de la co-création d'entreprises avec des syndicats de venture capital. Et ça, c'est un modèle intéressant parce que les VC n'étaient pas du tout intéressés par ça avant. Mais comme les cycles sont plus longs en biotech et qu'en fait, il y a un besoin de prendre des risques, mais qu'ils essaient d'inventer des nouvelles façons de prendre des risques, les deux, la pharma et le venture sont plus ouverts à faire ce genre de partenariat. Donc ça fait à peu près 3 ans, on a commencé à faire ça, et ça fait 2 ans qu'on a recruté quelqu'un qui est vraiment CEO de cette activité à Sanofi. Et peut-être que bosser dans ce contexte-là, ça m'intéresserait parce que du coup, je verrais un peu plus comment structurer des deals un peu complexes. Et puis peut-être après, je sais pas, I'm shy for that. Une question qui n'a rien à voir, c'est si tu regardes sur les 20 dernières années, où tu as commencé à faire la recherche, etc., est-ce que tu as l'impression que la digitalisation a changé quelque chose dans ce domaine? Est-ce que tu as l'impression que la recherche accélère, que les découvertes s'accélèrent de manière générale? Est-ce que tu as l'impression qu'on est allé sur des éloignements ou pas? Et la question derrière, c'est qu'est-ce que tu penses de ce que racontent les gens chez Google, Singularity University, avec la galère la mort et... Il y a 2 questions. Je vais répondre d'abord à la première parce que c'est plus facile. La digitalisation, je trouve qu'elle n'a pas encore changé, mais elle est en train de changer. Parce qu'en fait, quand on a le génome, il y a une dizaine d'années, on va connaître le génome et ça va résoudre tous les problèmes, on va découvrir toutes les maladies et on va savoir comment. Bon, c'était le pari et ça n'est pas arrivé. Et une des raisons, c'est parce que je crois qu'on sait générer les données, on sait séquencer. Le séquençage maintenant, ça devient pour $1000, on peut séquencer tout le génome et ça va devenir de moins en moins cher. C'est pas 23andMe, c'est vraiment tout le génome. Et donc on génère une masse de données dont on ne sait pas quoi faire et je le sens encore aujourd'hui que c'est pas encore clair. Les analytics, c'est très très important. Donc je pense que c'est en train d'arriver. Et je pense qu'il y a besoin de cette fusion
voilà, juste au niveau manip sur la partie qui fait des plus physique, etc. Alors ça, je pense que je l'ai vu. Parce que le rédacteur avait l'air de dire ça, c'est tout plein de dire oui, ça vient d'une logique dans les pages de séquencement, mais derrière la création, c'est des trucs qui s'est fait sur les facteurs, etc. Il va dire ça vient du logiciel. Oui, t'as cette impression ou pas? Ah oui, complètement. Et donc il y a ce niveau-là, les données génétiques, et le deuxième niveau, c'est aussi toutes les données des essais cliniques. Parce que les essais cliniques sont longs, il y a beaucoup de patients, et en fait... les données sont sales. Oui. Les données sont sales et c'est la grosse difficulté, c'est d'essayer de repérer ce qu'on peut prendre, ce qu'on peut garder, ce qu'on peut deviner, parce que quand on a 15 000 ou 1000 patients, même si on a 1000 patients, les données sont sales parce qu'il y a toujours des erreurs, quelqu'un qui ne vient pas quand il faut faire des examens. Donc on les enlève. Donc il y a deux sujets. Je pense que les pharma se groupent maintenant. Donc ils groupent leurs données. Alors comment ça devient. Donc, par exemple, les données de toxicité. Il y a des tas de molécules dont le développement a été arrêté parce qu'il y avait de la toxicité. Mais c'est vachement intéressant de prédire la toxicité, de savoir qu'est-ce qui va se passer. Et jusqu'à présent, on n'a pas été capable de se mettre d'accord et on n'avait peut-être pas non plus les moyens, on n'envisageait pas les moyens techniques d'analyser toutes les données toxiques de 5 pharma ensemble. Donc il y a des consortiums qui se créent, on en fait partie. Et la deuxième question guérir la mort, ça devient philosophique. Il faut que j'aille voir, je n'ai pas vraiment de contact, moi personnellement, avec les gens de Google. Je sais que Sanofi leur parle, c'est probablement quelque chose qui m'intéresse. Pour un peu, je crois que je ne fais pas partie de ces transhumanistes. Moi, à titre personnel, je sais pas, je pense que c'est mes racines, c'est ma grand-mère, la couture, les questions. C'est un peu trop. Qu'est-ce que tu penses de Theranos, en fait? Theranos, j'ai vu je sais pas. Honnêtement, je sais pas. La petite jeune de Stanford qui fait des choses comme ça. Elisabeth Rose. Ah oui. Oui, alors ça c'est un autre aspect, c'est de la santé digitale. Il y a l'aspect donné, mais dans la santé digitale, il y a tout le monitoring. Oui, ça c'est super. Je crois que ça va aussi changer les choses parce qu'il faut les devices, il faut mesurer. Moi, je ne crois pas je ne sais pas combien d'entre vous ont les VS pour mesurer le nombre de pas. Je ne suis pas trop un fan de ces trucs-là parce que je ne vois pas quelle est la décision après. On mesure un certain nombre de choses et puis alors la décision clinique, ça va être il faut manger plus assis, il faut faire plus de sport et monter. Manger moins, ça c'est merci. C'est déjà il y a un autre niveau, mais ce dont tu parles, oui, ça c'est un autre niveau. Dans la pharma traditionnelle, ça prend 10 à 15 ans pour développer une molécule, ça coûte 2 milliards de dollars, il faut screener 100 000 molécules pour en trouver une qui va devenir un médicament, et les boîtes pharma ont environ 10 ans pour commercialiser ces molécules avant que les brevets expirent. Et on observe que de plus en plus de boîtes pharma ont ce problème de patent cliff et qu'elles doivent découvrir des molécules plus rapides. Donc, est-ce que d'après vous, l'innovation externe est un meilleur modèle pour le développement des médicaments, peut-être plus économique, plus rapide et moins risqué? C'est le pari. C'est le pari, parce que c'est sûr qu'on ne peut pas vraiment continuer comme ça, on a besoin de plus d'innovation. Ça, c'est un des aspects, c'est-à-dire que si on fait des partenariats, on va prendre des molécules plus tard, dont on connaît déjà un peu mieux le mécanisme. On va bosser tant qu'à faire avec les scientifiques qui sont des experts de la maladie. On n'a pas besoin de réinventer, on bosse avec eux. Nous, on est bon en développement, on connaît le FDA, donc on essaye de faire ça. Est-ce que ça marche? Bon, on n'a pas encore, on a quand même pas sur les échelles dont vous parlez en disant qu'on n'a pas encore ce recul. Mais bon, c'est clairement un des paris. Des startups et l'intégration. La biotech, nous, à Sanofi, donc le CEO est arrivé en 2009, l'ancien CEO qui a ouvert Sanofi à l'innovation externe de 2009. Donc de 2009 à 2014, on a acquis 33 millions, des acquisitions, une centaine de molécules. On a juste des molécules MM et license. Donc, par rapport à ce qui se faisait avant, c'est
Les biotech, il y a quelques CEO qui disent bon, voilà, la biotech, c'est le research engine de la pharma. Parce qu'eux, ils vont vite, on n'est pas très agile quand même. Hein. Il y a une expertise qui est là, qui est bonne. C'est assez fascinant. C'est le truc qui me retient dans l'innovation externe, c'est que c'est en train d'arriver. Le modèle pour faire de l'innovation externe, pour faire bosser les gens ensemble, il n'y a pas un modèle, il y a plusieurs modèles qui existent. Les gens mettent leur culture dedans. Merck va faire un deal avec une compagnie qu'on a vue et nous, on ne peut pas faire de deal, ça ne marche pas, il n'y a pas le fit, on n'a pas la même culture et peut-être la molécule est très bien. Donc on est en train d'inventer qu'est-ce qui marche pour une compagnie. C'est ça qui marche. Charles, vous avez une question? Oui, étant donné que c'est très important de créer des équipes qui travaillent rapidement ensemble, qui ont confiance les uns dans les autres, sous un autre forme, ça s'appelle de créer des communautés. Est-ce que vous utilisez les réseaux sociaux? Et si oui, qu'est-ce qui marche, qu'est-ce qui ne marche pas? Alors, à l'intérieur de Sanofi, Oui. oui, alors, je trouve que par rapport à ce que je vois et ce que je connais avec Philippe et plus ensemble et tout, je trouve qu'on est très rustique. La grosse boîte, il faut qu'ils réinventent, ils vont embaucher des gens pour recréer un réseau social interne à Sanofi qu'on va appeler iConnect ou je sais pas quoi. Alors que alors il y a un groupe Yammer, il y a un groupe iConnect, de toute façon on est tous sur LinkedIn. Mais est-ce que vous utilisez justement de façon. La technique elle-même n'est pas tellement importante parce qu'il y a des groupes qui se forment. Ah oui. En dehors de l'email. C'est pas très vivant, c'est des petites communautés. Ça rejoint un peu dans l'aspect de digitalisation de Eric. Il y a des gens qui sont très bons là-dedans, qui commencent à. J'espère qu'il y en a d'autres qui vont s'intéresser à la pharma, en n'ayant pas le background pharma, parce qu'on voit que ces gens-là, ils apportent beaucoup d'innovation à ce niveau-là. Moi, je suis un peu rétro là. Et j'ai pas envie, quand je vois qu'on me sort un système, c'est très lourd, c'est pas mobile. Moi j'ai pas envie j'ai pas le temps de recréer mon profil 5 fois sur 5 réseaux différents. Il faut que je sois connectée avec la R&D, il faut que je sois connectée avec les gens du Digital Health, il faut que je sois connectée avec le BD, le Business Development. Écoute, on va avec votre permission, on va continuer la conversation autour du bar. En tout cas, bravo, merci beaucoup. On a déjà beaucoup sur son bureau. Enfin, un petit souvenir de la BFM. Merci, vraiment, merci beaucoup. Il y a les bouteilles, les verres.